Hello hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 nados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Comme j'enregistre cet épisode en janvier 2024, je commence par vous souhaiter une très belle année pleine de joie et de chouettes moments en famille, en voyage et au quotidien. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. Elsa, Fab et leurs jumeaux de 6 ans, Marius et Soline, sont partis 1 an autour du monde en juillet 2022. Chacun avait ses aspirations. Papa voulait entre autres vivre quelques jours avec les moines bouddhistes dans un monastère au Népal. Maman voulait faire du bénévolat dans les écoles et les orphelinats du monde. Marius se voyait bien aller dans la forêt amazonienne et vivre avec une tribu indigène. Et Soline voulait voir des animaux et aller à Tahiti. En 1 an, ils ont parcouru l'Inde, le Népal, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, le Japon, les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Pérou, les États-Unis et enfin Hawaï. Oui, ça fait partie des États-Unis, je sais, mais bon, Hawaï, ça fait trop rêver pour ne pas le citer. Est-ce qu'ils ont réalisé leurs rêves ? Écoutez ce premier épisode des 3 de la saga et vous aurez sans doute quelques réponses. Allez, c'est parti pour la première partie du carnet de voyage d'Elsa autour du monde. Hello Elsa! Bonjour Stéphanie, comment tu vas? Ça va bien et toi? Parfait, merci. Où est-ce que tu es? Alors moi je suis dans le Morbihan, là je suis rentrée d'un petit périple au Maroc Petit. et d'un grand périple autour du monde. Mais oui, je pensais que tu allais commencer par le tour du monde, c'est pour ça que je suis petit quand même. Bon, pas trop dur le retour? Bah écoute, pour l'instant ça va. Je dois dire qu'on est rentré, on a retrouvé les copains, la famille et on a enchaîné sur une petite escapade en amoureux ensuite. Donc on n'a pas trop eu le temps de déprimer ou de réfléchir un peu à ce qui nous attendait au retour. On s'est laissé porter par les retrouvailles et ça a été. Eh ben écoute, j'allais dire on va y aller, mais non, pas du tout. Avant de partir, j'aimerais bien que tu nous présentes la voyageuse que tu es. Alors moi, j'ai pas énormément voyagé petite, mais alors dès que j'ai commencé à travailler, à avoir des petits jobs étudiants, le moindre sou que je gagnais, c'était pour acheter un billet d'avion, pour me faire une petite escapade. Enfin, vraiment, je ne travaillais que pour ça. Et donc, dès que je pouvais, je partais, que ce soit à 2 heures de chez moi ou à 24 heures de vol. Vraiment, chaque petite escapade c'est mon plaisir, quoi. Vraiment, certains trouvent leur plaisir dans le sport, le shopping ou je ne sais quoi. Moi, vraiment, c'est les voyages. Et tu étais plutôt route ou t'essayais quand même de partir dans des endroits où il y avait des hôtels confortables, choses comme ça? Un peu les deux. En fait, j'avais pas d'a priori sur la façon de voyager. Plus je vieillis et moins j'aime les clubs de vacances, voilà, où c'est la fête du matin au soir. Autant jeune adulte, j'aimais bien. Autant maintenant, c'est tout à fait ce que je suis. Oui, c'est souvent comme ça. On Ouais, évolue au c'est ça. fil des années. On n'a plus trop envie d'aller petit déjeuner avec 200 personnes qui dansent autour de la piscine. Bon, c'est plus trop notre truc. Bon c'est bien que ça existe pour ceux qui ont envie de faire ça. Mais bien sûr, tout à fait. Et jeune adulte, j'adorais aller m'amuser dans ces clubs de vacances. À quel moment vous vous êtes dit, parce que tu n'es pas partie toute seule, que vous aviez envie de partir en tour du monde? Alors moi, ça m'a quand même trotté dans la tête assez jeune. En fait, je me suis dit, ah, j'aimerais bien quand même
faire un tour du monde et puis bon, toute seule, bon, je l'imaginais pas trop comme ça. Après, j'ai rencontré Fabrice, qui voyageait moins que moi, c'était moins son truc, et puis qui m'a suivi un peu dans mes envies de voyage, dans mes envies d'ailleurs, et qui a adoré ça, et de barouder de façon un peu moins confort, etc. Ça lui a finalement plu. Et on s'est dit, bah, on le fera un jour, etc. Et puis finalement, les enfants sont arrivés en double. Mais oui, Alors allez bon, hop. ouais, voilà, c'était une bonne chose de faite. Et on s'est dit, bon, ok, on a envie de le faire, mais là, c'est peut-être pas le moment. Les enfants sont tout petits. Et on s'est dit, on le fera un jour, on le fera. Et finalement, au bout de 3 mois après avoir accouché des jumeaux, on avait repris un peu notre souffle entre les biberons, les nuits, et on Oh s'est dit, bah, rapidement. ouais, rapidement. Honnêtement, on s'est pas trop laissé dépasser. Ils ont été assez cool et on s'est dit, bon, là, ça fait 3 mois, on commence à être un peu rodé, on maîtrise. Pourquoi on ne partirait pas en voyage? Moi, j'étais en congé maternité. Je suis enseignante, donc c'était un peu la seule fois où on pouvait partir en dehors des vacances scolaires. Et on s'est dit, bon, allez, on tente. On a pris nos bébés 2, 3 mois sous le bras, nos valises, et on est parti 2 semaines à La Réunion. Ah oui, puis pas à côté en même temps. Non, non, tant qu'à faire, on s'est dit, bon, on y va franco. Et c'est là, en fait, là-bas, on les avait en porte-bébé et puis on baroudait quasiment comme avant. Évidemment, il y a des adaptations à faire, mais et on s'est dit, en fait, c'est pas si compliqué que ça de voyager avec des enfants. Tout le monde nous disait qu'on était complètement inconscients, mais nous, on n'a pas trouvé ça si difficile. Et là-bas, on s'est dit, bon, il faut vraiment que un jour, enfin, ça s'arrête pas à 2 semaines de vacances. Il faut vraiment qu'on fasse quelques mois à profiter de nos enfants, à voyager, à leur faire découvrir le monde. Et c'est là-bas qu'on s'est dit, en fait, un jour, on le fera. Et à partir de ce moment, on s'est dit, bon, on le fera, mais il va falloir commencer à anticiper parce que financièrement, ça s'anticipe. Mais oui. Et tous les mois, on a mis un peu d'argent de côté et on a fini par décider d'une année qui nous conviendrait le mieux par rapport à l'âge des enfants. Et cette année, c'était cette année, 2022-2023. À partir du moment où vous vous êtes dit bon allez ça sera 2022-2023, il s'est passé enfin combien de temps ça vous a pris de l'organiser vraiment? Alors, de l'organiser vraiment pas si longtemps. On s'y est mis vraiment un an avant, où on s'est dit, bon, on commence les démarches administratives, demande de permis internationaux, voilà, de checker un peu les prix des billets d'avion, dans quel sens on fait notre tour du monde, où est-ce qu'on veut aller. On s'est vraiment posé toutes ces questions un an avant. Et à quel moment vous avez dit aux enfants vous allez rire l'année prochaine vous ferez l'école dans différents pays? Alors ça, c'est marrant parce qu'on l'a pas vraiment annoncé aux enfants, puisque en fait, ils ont grandi en entendant régulièrement, bah, quand on fera notre tour du monde, on ira là. Quand vous serez en CE1, on ira voir ce pays. Et donc, on leur a jamais vraiment dit, bon, allez, les enfants, dans un an, on part un tour du monde. Je crois qu'ils l'ont toujours su, en fait. Oui, il manquait juste la date de départ. Voilà, c'est ça. Et du coup, comment vous avez défini votre itinéraire? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Où est-ce que vous êtes allé chercher des informations? Alors, on a commencé déjà par faire des tonnes de listes de pays qu'on voulait voir, de merveilles du monde qu'on voulait découvrir. Et puis, ça s'est affiné au fur et à mesure. On savait qu'on avait un an et pas plus, donc on voulait pas non plus tout faire au pas de course. Donc, il a fallu éliminer des pays, en rajouter d'autres. Et on a essayé aussi de suivre les saisons, ce qui est pas facile parce que Mais forcément, à un oui. moment donné, on tombe pas dans la bonne saison dans le pays où on voudrait, mais on a fait au mieux en fonction de ça et on voulait aussi s'éviter bah, des heures et des heures d'avion. Donc, on voulait pas revenir sur nos pas. Enfin, on voulait pas aller dans un pays puis revenir en arrière. On voulait que ce soit assez logique, en fait, dans le trajet. Bah oui, et puis pour les billets d'avion aussi, de pas faire des allers-retours dans tous les sens, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Déjà qu'au niveau écologie, on n'était pas du tout au top cette année avec les avions qu'on a pris. Mais alors, si on commençait à revenir en arrière pour repartir, non, c'était pas possible. Et puis, c'était pas l'objectif de passer des heures et des heures dans les transports. Donc, on a fait au mieux, en tout cas. Et on n'a pas regretté, en tout cas, de l'avoir fait en partant vers l'Est, en tout cas. Côté boulot et école, vous êtes organisé comment? Alors, côté boulot, moi, je suis dans l'éducation nationale, donc j'ai eu la possibilité de prendre une année de disponibilité. Elle est octroyée de droit
à partir du moment où on a des enfants de moins de 12 ans ou de 8 ans, je sais plus. Enfin, en tout cas, nous, on rentrait dans Ah les... super, donc il y a même pas d'angoisse de ce côté-là, quoi. Ben non. C'est comme ça. A priori, voilà, on a un justificatif du livret de famille, nos enfants ont moins de 8 ans, on peut poser une année sabbatique. Alors évidemment, on perd son poste et on en retrouve un autre, donc il y a des petits changements à la rentrée, mais c'est pas... enfin, on retrouve un Tu as poste, ton quoi, donc poste, voilà, c'est ça, tu exactement. retrouves un poste. Ok. Et pour Fabrice, bah, pareil, il a pris une année sabbatique dans la boîte dans laquelle il travaille. C'était possible. Alors, je crois qu'il y a des critères, je veux pas me tromper, mais il me semble que c'est tant d'années dans l'entreprise, de tant de salariés. Et il l'a quand même bien anticipé puisque 2 ans ou 3 ans avant, déjà, il en parlait progressivement. Donc, ça n'a pas vraiment posé de problème. Son boss était au courant. Il était à fond sur le projet aussi. Donc, c'était hyper sympa de... Enfin, il trouvait le projet génial, donc il n'a pas trop hésité à lui accorder. Et lui, pareil, dans quelques jours, il retrouve son poste. Et pour les enfants, alors t'es enseignante, donc ça paraît hyper simple, mais est-ce qu'il y avait quand même des choses à prévoir? Alors, voilà, c'est le truc qui ne m'a pas du tout inquiété dans la préparation de ce tour du monde, c'était l'école, hein, contrairement à d'autres, et je peux comprendre parce que ça paraît, post-Covid, beaucoup de parents l'ont vécu, et enfin pendant le Covid plutôt, et c'est pas toujours facile. Moi, c'est mon Bah non. métier, donc on sent que qu'il y a Oui, du... ça a été dur pour certains. Du coup, moi, c'était pas ce qui m'angoissait, et ça s'est très bien passé. C'est moi qui ai fait l'école, et voilà. Et en amont, on a radié les enfants de leur école puisqu'ils n'allaient pas y aller pendant un an. Mhm. Ils ont été réinscrits là en juin pour la nouvelle Tranquillement. rentrée. Et toi, habituellement, tu as des élèves de quel âge? Alors j'ai des plus grands, moi habituellement j'ai des élèves plutôt de 9-10 ans, mais j'ai fait toutes les classes, donc j'avais pas de... Il Bon, n'y avait voilà, pas j'avais d'angoisse, pas ouais. d'angoisse, non. Je voulais juste pas partir l'année de leur CP parce que je me disais ça demande quand même beaucoup de régularité, et j'étais pas trop sûre qu'on arrive à se poser tous les jours au moins 1 heure pour travailler les sons, etc. Donc je voulais éviter le CP, et le CE1 c'était parfait. Bien vu. Pas d'apprentissage de la lecture et de l'écriture tous les jours. Exactement, tout ça c'était acquis et c'était une bonne chose de faite avant le départ. Côté santé, est-ce que vous avez pris des précautions particulières? Ah oui, on a fait beaucoup de vaccins avant de partir. En fait, on a été au centre, enfin à l'hôpital qui s'occupe des voyageurs, au centre des voyageurs d'ailleurs, ça s'appelle. Et on a donné notre itinéraire au médecin qui était en face de nous et qui nous a dit, ben voilà, là c'est une zone à risque, il faudrait faire tel vaccin ou celui-là, etc. Et on a fait les vaccins en fonction de notre itinéraire. Mhm. Et évidemment, on a pris une assurance qui nous couvrait puisque on rentre plus dans le cadre de la sécurité sociale ni de nos mutuelles classiques. Il a fallu s'assurer à l'étranger. Parce que vous alliez à Ah, l'étranger. voilà, enfin, on a pris une assurance française, mais qui nous couvrait à l'étranger. Et on n'a jamais été autant à l'hôpital que cette année, donc on a bien fait de ne pas faire l'impasse sur ce point parce que vraiment, ça a été très important cette année pour nous. Ah oui, ah ça c'est pas cool. On a eu 2 bras cassés. Ah oui, c'est pas des petits trucs. Non, non, bah, on a un petit garçon qui chute beaucoup, et puis voilà, et c'est pas de gros pépins de santé, mais bon, des choses qui nécessitent d'intervenir à l'hôpital et qui nécessitent de plâtrer ou voilà, on a fait quelques petits allers-retours à l'hôpital, donc il était nécessaire d'être couvert, et on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Tout a été bien pris en charge. Comment vous avez fait vos valises ou vos sacs à dos? Vous êtes parti avec quoi? Alors, on est parti en sac à dos. Je crois que, bon, d'ailleurs, tout le monde s'est un peu foutu de nous au départ parce qu'on est parti avec un sac à dos qu'on pensait très bien. Et le jour où on a pris le train pour Paris, je me suis rendu compte que ça allait pas, je le sentais pas du tout. J'avais très mal au dos déjà au bout d'une journée entre le train et 2-3 heures de marche dans Paris, et je me suis dit ça va pas le faire. Et j'ai dit à Fab, c'est pas un caprice, mais là il faut vraiment qu'on trouve un décathlon et qu'on change nos sacs à dos. Donc la veille du départ, on a tout repris à zéro, on a changé nos sacs à dos, on a refait nos sacs, on a retrié parce qu'évidemment ils étaient plus petits que ceux qu'on avait auparavant. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi, ces histoires de sacs à dos. Ouais, mais Mais on a fini c'est par... stressant, ouais. Ouais, ça a été un peu stressant. En fait, on a été, je pense, aussi mal conseillés au départ,
Je pense que la personne qui nous a conseillé n'imaginait pas qu'on aurait nos sacs toute la journée. Et ils étaient vraiment pas adaptés, donc on a bien fait de changer. Ça a été un petit coup de stress au départ, mais voilà. Donc 2 heures avant de prendre l'avion, on était encore en train de faire nos sacs à dos et de trier ce qui rentrait pas. Mais finalement tout s'est bien passé puisqu'on a manqué de rien. On avait l'équipement qu'il fallait et un sac à dos qui nous massacre pas le dos. Mais ouais, c'est un peu la base quand même. Ouais, c'est un peu la base et je sais, enfin vraiment, on s'est pas rendu compte qu'on se serait mis en difficulté avec les précédents sacs. Ah, mais c'est pas mal de faire un test avant de partir. Bah, la journée test, ça a été la journée à Paris. Et heureusement qu'on partait de Paris parce que on est tombé un dimanche. On s'est retrouvé à dimanche à 19h dans un décathlon. Je pense que si c'était pas à Paris, on partait avec Ouais, nos compliqué. sacs prévus, ouais. Le jour du départ arrive, c'est quoi l'état d'esprit? Bah, beaucoup d'excitation, beaucoup de stress aussi, hein. Moi, je crois que je pensais être la plus préparée pour ce voyage et finalement, c'est moi qui me suis retrouvée complètement submergée toute la semaine avant le départ. Ah, Vraiment, je pleurais pour rien. Une vague d'angoisse qui m'est arrivée dessus sans que je la voie venir. Enfin, vraiment, je m'étais dit, ça sera forcément Fabrice qui sera stressé et moi, je vais garder mon calme parce que c'est mon projet, parce que j'attends ça depuis 1000 ans. Et en fait, pas du tout. C'est moi qui me suis retrouvée à pleurer pour un rien, à être complètement fermée la dernière semaine, alors que c'était la semaine des au revoir, la bah fête, oui. etc. Et en fait, non, j'étais vraiment pas dans mon assiette, le ventre noué. Une fois qu'on est arrivé en fait dans notre premier pays, voilà, ça a été le C'était bon. soulagement et c'est bon, on était parti, ça commençait et voilà. Bon, d'accord. Eh ben, allons-y, partons. Est-ce que tu peux nous dire quel itinéraire vous avez suivi? Oui, alors on a commencé par l'Inde, ensuite on est parti au Népal, au Cambodge, en Thaïlande, au Vietnam. On a poursuivi avec le Japon, les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, on est passé de l'autre côté du globe en Bolivie, au Chili, en Argentine, au Pérou, pour finir aux États-Unis et sur l'archipel d'Hawaï. Waouh, c'est un sacré itinéraire et il y a beaucoup de pays. Donc vous êtes resté à peu près combien de temps dans chacun? Du coup, ça n'a pas été la même durée, j'imagine. Non, ça n'a pas été la même durée. Alors, on s'était dit en partant qu'on ferait à peu près un mois dans chaque pays. Finalement, il y a des pays dans lesquels on est resté un peu moins longtemps, d'autres un peu plus longtemps. Et ça s'est ajusté comme ça sur un an. Et la durée la moins longue qu'on ait faite dans un pays, c'est 3 semaines. 15 jours, 15 jours. En Bolivie, on ne sommes restés que 15 jours. Ok. Non, et puis malheureusement, il faut toujours choisir. Il faut se résigner à ne pas pouvoir tout voir. Ah bah oui. Sinon, tu pars toute ta vie en fait. C'est ça, on revient jamais, je pense. Bon, alors du coup, on va partir pour chaque pays. Alors, on va essayer d'avoir quelques éléments pour chacun d'eux. Évidemment, on va pas pouvoir tout raconter, sinon on va refaire un podcast de 4 heures. Aurore, si tu nous écoutes. Exactement. Donc, dans chaque pays, j'aimerais quand même que tu nous donnes quelques petits points pour qu'on arrive à situer. Donc, l'itinéraire que vous avez fait dans le pays, combien de temps vous y êtes resté, ce que vous avez vu, évidemment, les paysages, le ressenti, les couleurs, les gens, et ce que les enfants, évidemment, ont aimé, parce qu'à 6 ans, on est capable de dire j'aime pas, et peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont moins aimé que vous, ou à l'inverse, plus appréciées. On parle gastronomie, évidemment. Dans chaque pays, Évidemment. il y a des trucs nouveaux à manger. Et les hébergements, les moyens de transport. Là, comme ça fait un peu inventaire à l'après-vert et ça fait beaucoup de trucs à raconter. Mais en fait, c'est comme tu as envie, toi, de nous en parler et je vais te suivre par rapport à ça. Très bien. Donc, allons-y, vous arrivez en Inde. Là, pour le coup, premier pays, vous arrivez, c'est quoi le ressenti, les couleurs, les paysages, vous prenez tout ça d'un coup, ça y est, c'est parti pour un an. Comment vous êtes? Eh bien, on arrive en Inde, on sort de l'aéroport et là, c'est la chaleur qui nous tombe dessus pour Ah bah oui. commencer, l'humidité. Là, on était, bim, ça y est, le voyage commence. Voilà, il fait chaud, un soleil de plomb, il fait une humidité qu'on n'a jamais vue dans aucun autre pays d'ailleurs. Et on part directement pour le Taj Mahal. Donc dans la même journée, on a atterri et on a atterri très tôt le matin et on est parti dans la foulée
pour le Taj Mahal. Ah oui, ça rigole pas chez vous. Non, ça rigole pas. Alors en fait, c'est parce qu'on avait prévu le Taj Mahal en amont et on a eu du retard d'avion et donc en fait, on s'est retrouvés à arriver et devoir y aller directement. Mais c'était super pour se mettre, voilà, pour commencer le tour du monde. Voilà, on est arrivé devant le Taj Mahal, on a tous les quatre fait un grand waouh. C'est un truc de dingue. Bah Taj oui. Mahal, enfin vraiment, ça a fait l'unanimité. C'était la première claque de notre voyage et ça y est, on était parti, on pouvait commencer. Vous avez commencé fort. On a commencé fort et puis l'Inde, c'est les couleurs, c'est les odeurs, les épices. Donc on a complètement perdu nos repères en une journée. Vraiment, on savait plus où on était rendu. On était complètement perdu en fait. On parle pas la même langue, on n'a pas la même météo. Les traditions sont pas les mêmes. La foule, on n'est pas habitué à avoir autant de voitures, de personnes. Et puis la nourriture aussi, on a eu du mal à C'est manger épicé. les premiers plats. Donc ouais, vraiment, C'est relevé plutôt ouais, qu'épicé ouais, c'est d'ailleurs. relevé, c'est relevé. Et puis ouais, la claque aussi de la pauvreté, quoi, parce Ah que oui. ça, on y était préparé, mais je crois qu'on n'est jamais vraiment suffisamment préparé à les gamins des rues, la mendicité, tout ça, c'est Comment vous avez réagi par rapport à ça? Est-ce que on vous avait donné des conseils sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire par rapport à ces enfants? C'est dur de rester insensible. ouais. Alors on nous avait donné surtout, enfin on nous avait donné comme conseil de ne surtout pas donner d'argent. Parce que si les plus grands voyaient que les plus petits, qu'on avait donné de l'argent à les plus petits, en fait, ils pouvaient se battre, mais jusqu'à la mort. Donc, on nous avait dit surtout, si vous donnez de la nourriture, mais vous donnez pas d'argent. Et c'est vrai que c'est difficile hein, de voir tous ces gamins qui viennent et en fait, on a beau être préparé, on a beau avoir préparé les enfants, eux ils comprennent pas. Enfin, je revois Soline se mettre dans un état de rage et me dire mais pourquoi tu lui donnes pas d'argent maman, t'en as de l'argent, t'en as dans ton sac, pourquoi tu veux pas lui donner? On a beau lui expliquer, c'est vrai qu'elle elle comprenait pas, pour elle c'était un mensonge, tu dis que t'as pas d'argent et elle comprenait pas pourquoi je donnais pas et que plutôt j'allais acheter un plat et parfois ces enfants en fait ils mangent le plat mais c'est pas ce qu'ils attendent parce que derrière il y a des adultes et Mhm. Ouais, c'est pas, ça doit pas être facile. Je suis jamais allée en Inde, mais tout le monde dit la même chose et fouf. ouais, ça a été un peu dur et on avait pourtant préparé les enfants, mais c'est vrai que eux de voir des gamins de leur âge comme ça, pas à peine habillés et qui demandent de l'argent et nous de leur refuser parce que c'est vraiment pour les protéger. Nos enfants, ils comprenaient pas ça en fait. Pas facile. Non, ça n'a pas toujours été facile. Après, ça c'était surtout dans le nord de l'Inde. C'était moins difficile en fait. On a été confronté à moins de pauvreté en descendant dans le sud. C'est des régions qui sont moins. On a fait le Tamil Nadu et le Kerala, et c'est des régions qui sont quand même moins dures en termes de pauvreté, de foule. Sur ce pays, vous êtes resté combien de temps? Alors on est resté un mois. Et vous êtes allé, les étapes principales, c'était quoi? Alors c'était le Rajasthan, l'Uttar Pradesh, donc dans le nord. Ensuite on est descendu du côté est où on a fait le Tamil Nadu, donc c'est proche de la mer. C'est la partie est qui est proche de la mer et on est remonté de l'autre côté, du côté ouest. Pour faire le Kerala, qui est très vert, très nature. C'est pas du tout l'Inde avec les voitures, le monde, c'est les rizières, c'est le côté un peu vert de l'Inde. Et de là, on a pris un autre avion pour un autre pays. Donc pendant ce mois, quels sont vraiment les incontournables, les endroits où tu recommanderais vraiment d'aller et pourquoi? Pourquoi ça vous a plu à ce point-là? Alors le Rajasthan, on a adoré parce que les palais sont fantastiques. Le Taj Mahal, c'est incroyable. Je crois que c'est l'endroit le plus dur en termes de pauvreté, etc. à visiter, mais c'est aussi le plus beau. Enfin, les palais, vraiment, on en garde un souvenir exceptionnel, quoi. C'est des paysages incroyables, des palais immenses. Puis l'histoire de ces palais aussi, l'histoire du Taj Mahal, c'est un Maharaja, il me semble, si je me trompe pas, qui a fait construire ce palais pour sa femme qui était décédée
Et l'histoire est belle et les enfants, ils ont les yeux grands écarquillés quand ils parlent du Taj Mahal encore parce que c'est le prince qui a fait ça Ah bah, eh, pour sa princesse c'est pas rien. et c'est pas rien. Exactement. Donc vraiment, c'est une étape de l'Inde qu'on a adorée. Voilà, c'est ce qui nous a le plus marqué, en tout cas en Inde, c'est le Rajasthan. Et dans les autres endroits, est-ce qu'il y avait, parce que c'est les noms que tu as évoqués, à part le Kerala, c'est des endroits qu'on connaît moins. Pourquoi vous aviez choisi ça? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors on voulait voir le côté aussi plus campagne de l'Inde, un peu plus reculé. Et on a logé chez l'habitant en fait. Et ça c'était on n'attendait pas forcément de visiter des monuments, des endroits particuliers. On voulait juste vivre en immersion à ce moment-là. Et on s'est retrouvés dans des familles tellement accueillantes. Vraiment, c'était incroyable de vivre ça avec eux, de découvrir aussi leur quotidien. C'est rigolo parce que quand on est arrivé, la première famille, elle a mis le plat au milieu. On était assis et il fallait piocher avec ses mains. Donc les enfants, ils n'étaient pas habitués, donc ils nous regardaient, on leur disait allez-y, mais ils disaient mais non, ça se fait pas, on peut pas. Et donc la dame, elle a bien compris ce qui se jouait et elle s'excusait de pas nous avoir donné de couvert. Alors on lui disait mais non non, on va faire comme vous, on va prendre nos mains et tout. Et elle s'excusait parce que ses enfants, eux, avaient déjà commencé à piocher dans le plat. Bah oui, j'avais Donc faim. ben oui, c'est ça. Et c'était un peu le choc des cultures parce que nous, on attendait que ça. Et puis nos enfants, ils comprenaient pas pourquoi. D'habitude, on leur dit de pas manger avec leurs mains et C'est ça. pour commencer à manger. Enfin, c'était rigolo et on s'est très vite adapté à ce mode de vie et de vivre vraiment en immersion. C'était fou parce que alors on avait de la chance, ils parlaient anglais, donc c'était quand même plus facile d'échanger. Et on a parlé de tout. Ils nous ont expliqué l'histoire de leur famille, l'histoire de leur pays. Ils étaient sur comme une petite île. Tout autour, il y avait un fleuve, donc ils se déplaçaient en pirogue. Enfin, vraiment, c'était un autre monde. Sur leur petite île, il n'y a pas de supermarché, pas de café, pas de rien, quoi, en fait. Hein. Il y a que des habitations qui sont quand même assez sommaires. Il y a une église et c'est tout, quoi. Donc on a vécu là pendant une semaine et on n'a pas vu les enfants de la semaine. Ils étaient chez la grand-mère, dans le grenier avec les copains. Enfin vraiment, ça c'est pareil. Les enfants ils nous ont dit on est allé dans la chambre des copains, mais on n'a pas trouvé les jouets. Eh Ah, ben oui, parce que nous on a quand même beaucoup de jouets dans les chambres. Et là il n'y a pas de jouets, donc il dit on n'a pas. Enfin les enfants nous ont dit on n'a pas trouvé les jouets. Alors on leur a réexpliqué, etc. Et finalement ils ont joué une semaine avec des bouchons de bouteilles, des cailloux, des bouts de bois et les éclats de rire des enfants finalement, ça n'a pas de frontières. On les entendait rire autant que s'ils avaient eu des milliards de jouets, voire même plus. Et donc c'était hyper touchant de les voir, voilà, se sentir chez eux en fait, mais avec nous oui. du monde. Et comment vous aviez trouvé cette famille? Comment ça s'est organisé? Alors un peu comme enfin comme toutes les familles dans lesquelles on s'est retrouvés pendant ce tour du monde, avec le bouche à oreille beaucoup. Ah, On demandait sur place et alors souvent il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une chambre et qui accepte ou qui fait ça de temps en temps, mais évidemment ils sont pas forcément répertoriés sur internet ou dans les guides, etc. Et mais à chaque fois on est tombé, enfin ah, c'est dans fou. des super familles vraiment accueillantes. Parce que je m'étais dit bon un jour on va y avoir un loupé et on va peut-être se retrouver dans une situation un peu délicate, on sait pas où on va, on nous dit c'est là, Mhm. puis on n'a pas d'adresse en fait, c'est un tel et donc la personne nous dit bah il faut aller chez un tel, alors c'est à tel endroit, puis finalement on nous emmène dans un autre endroit, puis on part en pirogue, puis on revient, et finalement on tombe sur la fameuse famille qui est ravie de nous accueillir et qui fait chambre d'hôte en fait comme nous on irait. C'est différent parce que quand on est dans une chambre d'hôte, parfois en France on mange pas toujours avec la famille qui nous accueille, c'est plutôt du tourisme voilà, un peu comme à l'hôtel. Oui, c'est comme Là un hôtel, vraiment, oui. ouais, voilà, là vraiment on était le soir dans le canapé avec la mamie, quoi. Hein. C'était rigolo. Et ça, toujours sur place. Ça s'organise pas en amont. C'est fou. Enfin, quand on a réservé des auberges qui sont sur Booking, ça, on l'a fait sur Booking comme tout le monde. Mais ces familles-là, vraiment chez l'habitant, c'était vraiment soit le bouche à oreille, soit entre voyageurs, soit sur place.
voilà, en disant un chauffeur taxi, tu connais pas, quelqu'un qui pourrait nous loger, évidemment contre rémunération. Et toujours un copain, un cousin, quelqu'un qui connaît, ils passent un coup de fil et puis c'est bon. Et puis il y a pas de protocole enfin en France on a beaucoup de protocoles. Ça se fait pas comme ça, on n'accueille pas quelqu'un la veille pour le lendemain. Et là-bas ils se formalisent pas. Après, il faut avoir ne serait-ce que l'idée, moi j'aurais jamais eu l'idée d'aller demander dans un pays si il y a des familles qui font ça. Ouais, alors au départ on demandait est-ce que vous connaissez un logement, une auberge à tel endroit. Puis on nous a proposé une famille, puis on s'est dit mais c'est super en fait, c'est comme ça qu'on Ah. veut voyager. Et donc à chaque fois, pendant les pays où vraiment on avait envie de se retrouver dans une famille, on demandait. Alors parfois il y a des pays où on n'a jamais trouvé, hein. Puis et puis il y en a d'autres où vraiment. Et puis c'est les moments en fait, c'est les moments les plus magiques de ce voyage. C'est pas on a vu des paysages magnifiques évidemment, mais c'est pas ça qu'on retient en fait. Moi ce que je retiens, c'est de voir mes enfants éclater de rire avec des petits gamins qui connaissaient pas. Mais oui. Voir ma fille se faire tresser les cheveux par la mamie. Je trouvais ça, c'est ce qui nous a le plus touché en fait. Ah bah oui, j'imagine. Le partage et l'échange partout où vous êtes Exactement. allés. Et puis au bout d'une semaine, de se mettre à pleurer, de se dire, bah, c'est déjà fini, et on les Mais quitte et on oui. les reverra peut-être plus. Et tout le monde a la boule au ventre, la gorge nouée. Mais bon, c'est le jeu aussi de Ah bah partir à un moment si donné. dès la première semaine c'est comme ça va être long le tour du Ouais, monde. c'est ça. Ah mais c'est des moments magiques, Ouais, c'est sûr complètement que hors du temps. c'est des moments incroyables, en fait, où on se remet aussi beaucoup en question parce qu'on se dit, est-ce que moi, si on m'avait dit, il y a une famille d'Inde qui débarque, qui sont en voyage, est-ce que tu peux les accueillir chez toi? Enfin, c'est vrai, je me disais avec mon mari, mais est-ce qu'on le ferait, nous? Est-ce qu'on dirait, bah oui, pas de problème, venez avec vos enfants, venez manger avec nous? Je suis pas sûre. Bah non, on n'est C'est pas pas trop dans habitué notre, à ça. non. C'est dommage d'ailleurs. Et oui, On c'est devrait dommage. faire Et pareil. sur plein de petites choses, on s'est dit, ah, nous, est-ce qu'on le ferait? Bah non, Mm. parce qu'en France, ça se fait pas trop, et pas forcément pour loger des gens, mais pour plein d'autres raisons. Eh oui, mais tant mieux que ça existe dans les autres pays et que vous Exactement. ayez pu vivre ça. C'est quoi l'activité la plus chouette que vous ayez pu faire en Inde? Alors en Inde, l'activité la plus chouette, alors, je sais pas si on peut parler d'activité, mais en fait, on s'est retrouvés pareil un jour en se promenant au bord d'une rizière, on a regardé en fait les femmes qui travaillaient et essayer d'expliquer aux enfants ce qu'elles faisaient dans les rizières. Et il y a un monsieur qui est arrivé, qui nous a vu regarder, et il nous a dit, mais vous voulez venir voir vraiment comment elles travaillent? Parce que là, en fait, ce sont mes champs et c'est chez moi et c'est ma famille qui travaille. Est-ce que vous voulez venir voir ce qu'elles font? Et donc, en fait, on a suivi ce monsieur qui nous a emmenés dans ces rizières, qui nous a montré comment les femmes travaillaient, ce qu'ils faisaient, quand est-ce qu'ils plantaient, enfin, les saisons, etc., ce qu'ils faisaient de son riz après. Et ça, c'est pareil, c'est pas vraiment une activité qu'on aurait pu programmer. C'est quelque chose qui s'est fait spontanément. Et c'est quelque chose qu'on garde en souvenir parce que ce monsieur-là, après, il nous a dit, bon, ben, maintenant que vous avez vu, maintenant que les enfants ont vu, venez prendre le thé chez moi. Alors, toujours un Il peu aurait pu te dire, gêné. bah maintenant vous allez Ouais, travailler c'est avec ça. elle. À votre tour. C'est ça. Et donc, il nous montre sa maison. Et là, pareil, c'est le choc, en fait. On rentre chez lui et c'est une maison en terre. Il y a rien. C'est de la terre, c'est de la paille au-dessus. Et c'est des gens qui n'ont rien. Il n'y avait pas une table dans la maison. Il y avait juste des tapis à même le sol, pas un lit, pas une gazinière. Enfin, vraiment. Et il nous dit, ben, je vais vous préparer le thé. Alors nous, on s'excuse, on est gênés, on n'a rien apporté. Et eux, ils se formalisent pas. Ils disent, mais non, vous êtes les bienvenus. Je suis ravie de vous faire découvrir la maison que j'ai fait construire pour ma famille. Et c'était vraiment, et c'est pareil, là encore, où je me dis, il y avait, sur ce fameux tapis là au centre de la maison, il y avait un mini vase en poterie avec deux plumes de paon qui étaient là en déco. Et les enfants regardent les plumes, et je leur dis, c'est des plumes de paon, les enfants. Et le monsieur voit que les enfants regardent, il prend les deux plumes et il les offre à mes enfants. Et je me dis, mais en fait, c'est la seule déco qu'ils ont dans leur maison, c'est le seul truc. Et ben, il les a offerts à mes enfants et c'était rien, c'est deux plumes de paon. Et j'ai trouvé que c'était finalement énorme, en fait, C'est de hyper beau. gentillesse. Ouais, c'était hyper touchant. Donc voilà, c'est pas des activités phares. Évidemment, en activité phare, c'est le Taj Mahal. Je peux pas dire autre chose, mais les moments les plus importants de ce voyage en Inde, c'était vraiment les moments de partage.
Oui, et vous avez commencé hyper fort quand même. Ouais, Au ouais, fur et à ouais, c'est mesure que vrai je que t'écoute, je me dis waouh, faut être sacrément accroché quand même. ouais, et puis on n'a pas forcément, enfin, évidemment, on n'a pas retrouvé ces mêmes moments dans d'autres pays. On peut pas, ça peut pas être pareil partout. Mais on a commencé fort et on s'est dit, waouh, ce voyage va être incroyable. Mais ouais. Côté gastronomie, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce que vous avez aimé? Mais ils mangent beaucoup de plats à base de riz et de poulet très très épicés. Ils mangent aussi les pains, les naan, là, les cheese naan. Ils en mangent à toutes les sauces, à tous les goûts, etc. C'est tellement bon. Ah ouais. D'ailleurs, je crois que les enfants, comme ils avaient vraiment du mal à manger épicé, ils nous mangeaient ils ont mangé un mois de cheese naan Ah bah oui, évidemment. ou du riz blanc, quoi, parce que c'était vraiment, parfois c'était vraiment dur parce que quand on demande Ah mais ouais, pas ça épicé, arrache. c'est toujours quoi qu'il en soit, parce que Bah ils savent pas. oui, C'est pas déjà ils savent possible. pas, et puis tout est fait dans les mêmes plats, donc même quand c'est pas Mais épicé, oui. le plat il a encore plein d'épices dedans, et nous on est là, ah. Mais on s'est régalé quand c'était pas trop trop épicé, on s'est vraiment régalé. Tout était bon. Bon, on a quand même été malade, hein, je dois quand même préciser que Ah, ouais, là ça a été c'était le premier pays et je pense que ah, il nos fallait se mettre estomacs, dans le bain. exactement, nos estomacs ont été mis à rude épreuve. Surtout moi parce que bon, tout le monde a été un peu dérangé, mais moi j'ai eu de la fièvre, des hallucinations. Enfin, je me suis dit Oh, mince. ouais, je me suis dit c'est quand même con. Enfin, je parle un peu vulgairement, mais c'est quand même dommage. C'est mon premier pays du tour du monde et je vais mourir là et j'aurais fait que le premier pays. C'est quand même dommage, hein, parce que je me suis dit, je vais pas m'en sortir. J'avais une fièvre de cheval. Oh, mince. Je ne pouvais rien garder de ce que j'avalais, même pas de l'eau. Mais bon, c'était visiblement la classique tourista du voyageur et ça passe. Et Prendre son mal en patience. c'est ça. Et après l'Inde, on peut tout faire, on peut tout manger. C'est bon, t'étais vacciné. C'est bon, c'était fait. Quel type d'hébergement vous avez pu trouver, à part cette famille chez qui vous êtes resté un moment? D'ailleurs, comment vous les trouviez, ces hébergements? Alors, on n'a pas fait très original quand c'était pas le bouche à oreille, c'était principalement sur Booking en fait. On cherchait des petites auberges et on a toujours, enfin vraiment, on s'est jamais retrouvé dans un endroit où on s'est dit ouh là, ça va pas le faire. Voilà, en général, c'est des petites auberges à bas prix hein, parce qu'on avait quand même un budget à respecter. Et là encore, c'est pas chez l'habitant, mais c'est tout comme on se lave avec le seau d'eau qui est mis à disposition. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de robinet. Hein, il y a un seau d'eau qui est changé et puis espèce de Tu petite fais louche là avec. pour se rincer. Et puis on s'adapte. Vraiment, on se pose pas la question en fait. On Oui, bah fait c'est que de toute comme façon, t'as pas le choix. ouais, on n'a pas le choix. Et puis on se disait oh là là les enfants ça va être dur un mois comme ça. En fait, je crois que les enfants ils s'adaptent beaucoup mieux que nous. Oh oui. Ils dorment là où on leur dit de dormir. Ils se lavent, voilà, avec ce qu'ils ont et ça pose aucun problème. Et s'ils se lavent pas, c'est pas très grave. Exactement, ils s'en portent que mieux. Bah, c'est pareil pour la nourriture, il a fallu, bah c'est pas grave, tu manges des cheese naan pendant un mois et on fait, c'est pas grave, il y a rien de dramatique. On lâche un peu prise sur l'équilibre alimentaire, l'hygiène et voilà, on s'adapte. Bah oui, c'est une aventure de toute façon. Exactement. Comment vous êtes déplacé? Quel moyen de transport en Inde? Alors on a beaucoup pris le tuk-tuk, hein. Ouais. Et on a pris le train, le bus local aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est une aventure à elle toute seule de se balader, de traverser, enfin de passer d'une ville à l'autre avec le bus local. Quand on disait ça dans les auberges, ils nous disaient oh, mais non, mais vous allez pas pouvoir y aller. On disait mais si, on va le faire. Ils nous disaient mais il y a pas de touristes, il y a pas de, ils nous disaient il y a pas d'Européens qui font ça. Bah nous on va le faire. Et donc c'était rigolo parce que les gens nous regardent les yeux grands écarquillés, mais ils sont tellement volontaires pour nous aider, accrocher les sacs sur le haut du bus, tenir les enfants parce que c'est c'est pas la conduite c'est pas la conduite à l'européenne hein. En Inde il faut s'accrocher. Et puis le bus il a pas de fenêtre, il a pas de porte. Enfin vraiment c'est toute une expérience de prendre le bus en Inde. Pareil pour les trains.
Mais on n'a jamais été, voilà, on s'est jamais retrouvé dans une situation dangereuse ou autre. Donc tout s'est bien passé. Et c'était toujours facile à appréhender, vous avez jamais eu de problème pour trouver quel bus, quel train pour aller d'un endroit à un autre? Bah alors, enfin, c'est même pas que c'est difficile ou facile, c'est qu'il y a même pas de règles en fait. Le bus, il passe quand il passe. On peut pas demander un horaire de bus. Le train un peu plus, mais le bus, bah, il faut attendre là et puis il passera quand il passera. Donc, il faut vraiment pas être timide et pas avoir peur de se faire aider parce que finalement, les habitants, ils sont capables de dire, bah, il est passé il y a 10 minutes, maintenant il y en a pour à peu près tant de temps d'attente. Il faut prendre ce bus-là. Alors, pas le jaune, pas le rouge, pas le vert, c'est celui-là. Mais il n'y a rien indiqué. On peut absolument pas se débrouiller seul si on ne demande pas notre chemin à quelqu'un. Ça, c'est sûr. Ouais, il faut être patient aussi. Il faut être patient, exactement. Il faut pas avoir peur d'attendre et de rester zen. Oui, bah oui, de toute façon, ça n'ira pas plus vite. Exactement. Je pense que la tourista, c'était une bonne galère. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que t'aurais préféré éviter en Inde? Oui, bah alors, bah, Marius a fait son tout premier séjour à l'hôpital en Inde aussi. Alors vers la fin du séjour, c'est vrai qu'on le trouvait ronchon. Il avait chaud tout le temps. Alors on lui disait bah oui, mais t'es en Inde, mon petit gars, t'as chaud. Il fait 47 degrés. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Oui, on a tous chaud. Et on le trouvait ronchon. Il nous disait qu'il avait mal à l'oreille. Bon, on s'est dit bon, peut-être une otite. On avait contacté notre médecin traitant qui nous a dit oui, c'est probablement une otite. Voilà, on avait ce qu'il fallait dans notre trousse à pharmacie. Donc, on a commencé à le traiter pour une otite. Et au bout d'une semaine, non, il avait toujours mal à l'oreille. Donc, on s'est dit, Aïe. on arrive dans une grande ville, on va essayer de voir un médecin. Et puis, finalement, dans l'auberge où on était, ils nous ont dit non, les médecins sont loin, mais il y a un hôpital pas très loin. Vous devriez y aller. Au moins, vous êtes sûr de tomber sur un médecin. Donc, on est allé à l'hôpital de la ville de Cochin. Et ben là, c'est la cour des miracles, hein. Là, c'est pareil. On n'est pas préparé à, on n'est pas préparé à ça. On a été très bien accueillis, on a expliqué notre problème. Le médecin, il nous a d'abord dit, bon, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une petite bête qui se serait logée dans l'oreille de votre fils. Ah, sympa. On s'est dit, bon, quand Marius nous demande qu'est-ce qu'il va me faire, on lui a pas trop dit, on lui a pas expliqué. On lui a dit, bah, laisse-toi Il va faire, et regarder. puis il va regarder, voilà. Et finalement, c'était pas ça, donc il nous a dit, il faut faire des examens bactériens. Et c'était ça, effectivement, il avait attrapé une bactérie. Alors le médecin nous a dit que c'était probablement l'eau en se lavant. On a dû venir trois jours de suite pour qu'il vérifie et qu'on ait les résultats des examens, refaire des analyses aussi après le traitement. Donc on est resté un petit peu plus longtemps que prévu dans cette ville Mhm. et on a pu repartir. Voilà, il a été très bien soigné et ça s'est bien terminé. Ouais. Non, mais quand je disais qu'il était dans ce pays et que vous avez attaqué fort, en Ouais, fait, oui. ça ne s'arrête jamais. Non, non, on a jusqu'au dernier jour où on n'était même pas sûr parce qu'il nous disait quand même c'est l'oreille. Vraiment, je voudrais que vous reveniez à la fin du traitement vérifier parce que prendre l'avion avec une oreille qui Ah fait oui, mal. bien sûr. Donc on n'était pas vraiment sûr d'avoir le vol d'après. Et ouais. Et finalement, Et finalement, tout s'est bien passé. On a eu le dernier rendez-vous. Il nous a dit c'est ok, c'est tout bon, tout va bien. yes. Voilà, on peut repartir. Et vous avez pu partir pour le pays d'après. Exactement, on a pu partir pour le Népal. Alors, raconte-nous, c'est quoi les paysages, ce que vous avez vu, où vous êtes allé, combien de temps vous êtes resté, tout ça, tout ça. Alors, au Népal, on est resté 3 semaines, Mhm. dont une semaine dans un orphelinat où on a passé la semaine en fait à. C'est pas le terme d'apporter notre aide parce qu'en fait ils ont pas besoin de nous pour s'organiser, mais on a apporté voilà quelques petites leçons d'anglais, de français, voilà aider au repas, à l'habillage avant l'école, voilà. Et en fait cet orphelinat on connaissait déjà puisqu'on fait partie d'une association qui s'appelle Népal Bretagne et qui parraine des enfants népalais dans cet orphelinat. On était, avant de partir, on était déjà les parrains et marraines de petites jumelles Oh. népalaises. Donc c'est nos Mm. petites jumelles du bout du monde, comme on les appelle. Mais oui. Et donc ça nous tenait vraiment à cœur d'aller les rencontrer et d'aller dans cet orphelinat qu'on avait vu qu'en photo en fait, hein. Et de voir en vrai ces enfants qu'on ne voyait que à travers le papier. Mhm. Alors on n'a pas commencé tout de suite par l'orphelinat, mais on a resté quelques jours à Katmandou à visiter. Donc là
un petit côté Inde avec ça grouille, il y a des vendeurs ambulants partout. Les gens s'installent un peu n'importe où dans la rue pour vendre leurs fruits, leurs légumes. Il y a beaucoup de bruit, les fils électriques les toiles d'araignée de fils électriques au-dessus de nos têtes. On se demande d'ailleurs comment ça fonctionne parce que ça fonctionne, mais voilà, je voudrais pas être électricien Oui, sur le c'est réseau ça. népalais. Et voilà, une ville encore où on avait tous nos sens en alerte. Quoi, la beauté des temples, l'ambiance dans la rue, le bruit, les klaxons. Voilà, ça a été mouvementé et on Ouais, a, on a j'imagine. vraiment, on a vraiment adoré. Là, on était pour le coup dans un petit hôtel et ensuite on a quitté donc l'hôtel pour aller une semaine à l'orphelinat où là, bah, ça a été la deuxième claque de notre voyage, hein, de voir ces enfants. J'avais une appréhension, je me disais, c'est terrible, on va voir des enfants très malheureux, très tristes. Enfin, ça va être dur comme semaine. Et en fait, quand on pousse les portes de cet orphelinat, c'est la joie de vivre, c'est les rires, les enfants qui jouent. Et on se disait, bon, bah, enfin, c'est fou parce que ces enfants, ils ont une histoire terrible. Et ils sont là, ils vivent ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur. Ils ont une résilience incroyable. Et nous, ils nous racontent leur histoire. Et on a juste envie de pleurer. On se dit, mais faut pas que je craque devant eux parce que... Et ils nous la racontent avec tellement de, bah, voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. Et puis maintenant, je suis très heureux. Je suis à l'orphelinat. Alors, ils disent les mamans s'occupent bien de moi. Alors, c'est les mamans, c'est les deux femmes qui s'occupent de gérer ces 15 enfants là. Elles sont là à plein temps. En fait, elles vivent avec leurs propres enfants dans l'orphelinat. C'est hyper touchant à voir. Elles s'occupent de leurs enfants comme, enfin, des enfants de l'orphelinat comme de leurs propres enfants. C'est vraiment des mamans, quoi. Ça doit pas être simple. Ouais. Et donc nous, on est là et on observe ça et on se dit, mais mon Dieu, ces enfants, il leur arrive des drames dans leur vie et malgré tout, ils remontent la pente. Et oh, je me disais avec mon mari, je disais, mais on n'a plus le droit de se plaindre. En fait, on peut plus se plaindre, nous, en C'est France, ça. de choses où on râle parfois pour des broutilles. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Regarde, eux, ils sont heureux, ils croquent la vie à pleines dents. C'était vraiment très touchant. Et ça a été, je crois, le plus beau moment de notre tour du monde, mais aussi le plus difficile parce que quand il faut partir, on se dit, ah Oh ouais, non, là là, oui. nous, Mm. on part faire notre tour du monde avec nos enfants et on les laisse là. Et eux, ils nous disent, mais vous nous oublierez pas, hein, vous reviendrez nous voir, hein. On avait tous envie de les prendre avec nous et bon, allez, on emmène tout le monde et on rentre à la maison, mais bon. Vos petites jumelles du bout du monde, elles ont quel âge? Et ben, elles ont un an de plus que nos jumeaux à nous. Donc, elles ont 8 ans. Elles s'appellent comment? Et alors, c'est rigolo parce qu'elles ont des prénoms très français. Elles s'appellent Eva et Émilie. Ah oui! Ouais, parce que leur papa, en fait, qui ne peut plus s'occuper d'elles, avait eu un patron français un jour et il appréciait tellement ce patron qu'il avait dit à son patron, est-ce que tu peux choisir le prénom de mes jumelles? Ça serait un honneur pour moi. Et donc le patron qui travaillait, je sais pas, je savais pas dire dans Mhm. quoi il travaillait, mais avait dit, ben écoute, moi j'adore le prénom Eva et Émilie, et ces petites jumelles se sont appelées Eva et Émilie. Et donc c'est rigolo parce que c'est très pratique à retenir pour Bah nous. oui, forcément. Et Ouais, ça devait être un moment hyper émouvant de les rencontrer, ces ouais, ouais, petites ouais, filles. c'était très touchant. Alors c'est des petites filles qui elles ne sont pas restées à plein temps à l'orphelinat. Elles ont retrouvé leur papa après. C'était Ah, l'histoire d'un temps en fait, un moment difficile de sa vie où il pouvait plus s'en occuper et où on a financé donc leur scolarité jusqu'à ce que le papa puisse super. à nouveau subvenir à leurs besoins. Mais c'était les deux exceptions de l'orphelinat parce que tous les autres enfants n'étaient plus, enfin, n'avaient plus de famille, hein. Vraiment, ils étaient, voilà, Bah c'est chouette si elles ont pu retourner avec lui. exactement. Et c'était très touchant de les rencontrer en vrai. Et le papa était très ému aussi parce qu'on a rencontré le papa. Il voulait nous remercier là, d'avoir pris un peu soin des petites, seulement financièrement, parce qu'évidemment, nous, on les a pas rencontrés avant. Et il était très ému et très, très touché. Et c'était des accolades et les enfants qui se quittaient plus. Enfin, vraiment, c'était vraiment très chouette. Oui, et pendant une semaine, vous avez eu le temps de créer des liens avec les autres enfants. Ouais. Ils avaient quel âge, tous ces enfants? Alors, le plus jeune avait 3 ans et la plus âgée était une jeune fille de 17 ans.
Et donc, ils nous disaient que 15, c'était vraiment le maximum, que parfois, ils avaient fait 16, 17, dans des cas où vraiment, parce qu'il faut savoir qu'au Népal, en fait, il n'y a pas d'assistance publique ou de foyer pour ces enfants-là. En fait, soit ils restent dans la rue, soit c'est les associations d'autres pays qui les prennent en charge. Là, en l'occurrence, sont très aidés par des associations françaises. Mhm. Mais voilà, ces femmes, elles s'occupent de ces enfants en échange j'allais dire d'un loyer, non, d'un logement pour leur propre famille et de le gîte et le couvert en fait. Et c'est un peu le deal en fait. Elles sont là, elles s'occupent des enfants et elles en échange, elles bénéficient du logement et Ah bah oui, mais sinon, elles peuvent pas. Enfin, elles ben peuvent non, pas c'est pas s'occuper de possible, 15 bien sûr. enfants comme ça. Non. Et donc nous on a atterri là, voilà, et on a vraiment participé à la vie de l'orphelinat, les enfants aussi. Quand il faut mettre de la table, quand il faut aller se brosser les dents, quand il faut aller se coucher. C'était vraiment, ouais, C'était chouette. c'était chouette, ouais, vraiment. Bon, ça devait être difficile de partir, encore une fois. Ouais, c'était difficile de partir pour les enfants aussi, hein. C'est sûr qu'ils se sont beaucoup attachés. Puis Bah ils ont oui. été accueillis en fait comme des enfants qui avaient toujours vécu là-bas. Ils font vraiment pas de différence. Ouais, c'était vraiment là encore on les a pas vus de la semaine, hein. À part quand les enfants allaient à l'école, alors à part les plus petits qui restaient, mais les enfants de leur âge allaient à un moment donné à l'école, donc ils attendaient le Oui. soir avec impatience de les retrouver. Mais bon, le soir après il fallait faire les devoirs, etc. Donc c'était pas tout de suite le moment d'aller jouer. Et je dois dire qu'on a un peu on a un peu modifié leur emploi du temps parce qu'on a un peu fait la fête. Voilà, on a un peu dépassé l'heure du coucher plusieurs Ah fois dans bah la oui, semaine. bah quand même. Et alors les C'était mamans exceptionnel. rigolaient, mais bon, on sentait que au bout d'un moment, bon, il fallait quand même aller coucher tout le monde, hein. Ouais, c'était super de voir ces enfants là qui grandissent sainement, sereinement. Je revois cette jeune fille qui nous disait, ben moi je suis arrivée là quand j'étais toute petite, je connais rien d'autre, et maintenant j'ai envie de découvrir le monde parce que je suis restée que là en fait, j'ai jamais été. Mm. J'ai fait l'école, l'orphelinat, l'école, c'est la seule chose que je fais dans ma vie. Et je commence des études pour être hôtesse de l'air parce que moi, j'ai envie de découvrir le monde. Incroyable. Génial. Ouais, Mais génial. oui. Ah, c'est des belles histoires. Ouais, c'est vraiment des belles histoires. C'est vraiment chouette de pouvoir les vivre et de passer ce petit moment avec eux, même si ça doit être tellement dur de partir. Ah ouais, pour partir, enfin, on était tous pas bien, hein, vraiment. Bah oui. Enfin, je pense que sans se le dire vraiment, enfin, moi, en tout cas, ça m'est passé par la tête. Et si on adoptait un de ses enfants, et si Eh on oui, bien repartait avec l'un sûr. d'entre eux. Mais bon, c'était pas possible, c'est des enfants qui sont pas, qui rentrent pas dans le cadre d'une adoption, donc ils seront jamais adoptés, ils vont grandir dans l'orphelinat et puis faire leur vie après, mais ils seront jamais adoptés. Ok, bon, moi, comme ça, y a pas d'attente non plus d'enfants qui ne trouvent jamais de Non, parents, non, donc exactement. Ils savent hmm, qu'ils vont grandir jusqu'à leur majorité avec les mamans dans l'orphelinat et avec les autres enfants, et puis qu'après ils feront leur vie. ok. Bon, vous allez où après? Après, on est parti au Cambodge. Oh, c'est fini le Népal? Ah oui, non, ah oui, au Népal, oui, pardon. Non, après on est allé dans un peu plus dans les terres aussi. On est allé à Pokhara, donc c'est de cette ville que partent les grands trekkers qui font les grandes chaînes de montagnes qui partent des jours et des jours. Les fous? Voilà, les fous. Qui partent des jours et des jours à vivre en tente jusqu'à l'Himalaya. Oh là là. Donc Hmm. c'est une ville qui est au bord d'un lac et en arrière-plan il y a les chaînes de montagnes. C'est vraiment magnifique. Et donc c'est là qu'on a fait quelques jours. On a profité du calme des lieux et Et de vous remettre de vos émotions? exactement. Et c'était un peu plus à la cool. On s'est laissé un peu porter par la nature, les treks, les balades. Alors, on aurait voulu faire des grands treks aussi, mais on était vraiment dans la période froide. On commençait à rentrer dans la période froide et on n'était pas équipés et aucun guide n'a voulu nous prendre avec nos enfants de De 6 6 ans. ans. Ouais. Ils nous ont dit non, 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 on ne prend pas le risque. Parce qu'ils disent si on part pour 6 jours et il n'y a pas moyen de revenir en arrière, quoi. Donc, on est resté au calme. Et on a fini le Népal.
Alors ça, c'était le rêve de Fabrice que je n'ai absolument jamais compris. Je ne savais pas vraiment pourquoi il rêvait d'aller vivre dans un monastère bouddhiste pendant quelques jours. Pour moi, on allait s'ennuyer clairement. Et on l'a fait. Et contre toute attente, on s'est pas ennuyé. On est resté les yeux grands écarquillés pendant 3 jours à regarder la vie des moines, enfin les moines s'affairer autour de nous, être dans leur vie quotidienne. Ça, c'est pareil, c'est une expérience qu'on imagine, que Fab rêvait de faire et qu'on n'imaginait pas possible, puisque quand on est arrivé, en fait, on nous a dit, ben, ce monastère, il est très connu, c'est le monastère Chéchen, je sais pas comment on le prononce. Je Et, sais pas. ouais, je pense que j'ai écorché le nom, mais et on peut rentrer dans l'enceinte, on peut voir les moines, enfin sortir de leur cérémonie, on peut les croiser, mais on peut pas assister aux cérémonies. C'est ce qu'on nous a dit en arrivant. Et donc on a passé une première journée à vraiment juste errer un peu dans le monastère, en tout cas dans le parc qui entoure le monastère, et à regarder en fait les moines passer avec leurs petites gamelles, avec leurs gros instruments de musique, les petits gamins, parce il y a une école de moines dans ce monastère, donc les petits garçons qui très jeunes sont voués à devenir moines et sont à l'école. En fait, ils quittent leur famille et sont dès 5 ans dans cette école. Ah oui. Donc on observait un peu ça et un monsieur est venu nous voir pour nous demander si on cherchait quelque chose alors, on lui expliquait qu'on venait voir, que pour nous c'était assez incroyable d'être là. Et on a commencé à engager la conversation. Et Fabrice lui demande, est-ce que vous pensez que c'est possible d'assister à une cérémonie en se faisant tout petit dans un coin? Et il nous a dit non, c'est interdit au public, mais vous savez, alors là je pense que c'est pas le bon terme non plus, mais je suis le chef des moines en gros. Enfin, c'est ce qu'on a compris en anglais. Et vous êtes mes invités, vous allez venir à la cérémonie. Oh, trop Et donc, bien. on s'est dit, on n'a pas bien compris, on n'était pas trop sûrs. Et il nous dit, faudra venir demain matin à telle heure, alors 4 heures du matin, au lever du soleil, machin et tout. Ok, donc on y va à 4 heures du matin. Et effectivement, les moines étaient là, arrivaient. Et on n'a pas revu ce monsieur parce on n'avait pas... Ils ressemblent un peu tous, en fait. Ils ont la même Oui. tenue, ils ont le crâne rasé. Enfin, ils avaient en plus leur casque comme un grand casque de moine et on l'a pas reconnu. Mais on est allé à cette cérémonie qui a duré plusieurs heures. On s'est fait tout petit dans un coin et on a assisté à cette scène surréaliste de ces centaines de moines qui récitent des prières ensemble, qui mangent leur bol de riz, qui repartent et puis qui reviennent. Et en fait, on a fait 2 jours comme ça où on s'est glissé dans toutes les cérémonies et on était les seuls et c'était complètement fou d'être là. Enfin, ouais, on était complètement hors du temps. Et personne vous a demandé ce que vous faisiez là? Je pense que tout le monde savait parce que personne Ah, il n'avait avait été fait passer le étonné. mot. Je pense parce que personne n'était étonné, personne nous a dit mais vous n'avez pas le droit d'être là. Ouais. Et alors qu'on a bien vu qu'en sortant, on en a croisé peu, mais on a croisé quelques Américains qui avaient l'air d'être là pour aussi observer, visiter. Et aucun n'a eu l'autorisation enfin, en tout cas, on n'a vu personne dans les cérémonies assister. Donc, Waouh. mais c'était fou, c'était fou. Il nous a dit également, bah venez voir l'école en fait. On se retrouve à jouer au basket, à un cours de récré avec des petits gamins en tenue de moine. Ouais, c'était Ah, c'est complètement pas mal, hors du ouais. temps. Mais pareil, ça reste un super souvenir. Ah ouais, c'est pas commun non plus, et heureusement que vous avez rencontré la bonne personne, C'est et que ça a ça, pu se faire, ouais. on se dit finalement parfois on est au bon endroit au bon moment et puis le feeling passe et puis on est accueilli à bras ouverts. Et cette cérémonie qui a duré plusieurs heures, les enfants, ils sont restés à assister Ouais, aussi alors on sans les avait bouger? quand même bien briefés parce qu'on s'est dit là, on est invités, Ah vraiment c'est ouais. une cérémonie religieuse, les enfants on se tient à carreau. Hein. Et donc en fait ils regardaient partout parce qu'ils, je pense qu'ils étaient un peu stupéfaits de ce qui se passait. Une espèce de prière qui ressemble à une musique qui continue, qui revient, et puis ensuite ils se lèvent et chacun à leur tour, bien en rang, ils vont chercher un bol de riz pour se nourrir, etc. Ils ont observé ça, alors forcément sur la fin, ça devenait un peu long, et nous on n'osait pas évidemment sortir en plein milieu de la cérémonie, mais ils ont tenu, voilà, ils étaient briefés, et même si c'était un peu long, ils ont tenu le... Ils ont été calmes. Ouais, je crois qu'ils ont bien compris aussi que c'était pas un lieu où on pouvait sortir du cadre, quoi. On était là dans un petit coin et voilà, tout était bien
Les moines étaient bien en ligne, chacun sur son petit tapis avec son bol de... Enfin, tout était bien organisé, bien carré. Et je crois qu'ils ont bien compris que c'était pas le lieu pour bavarder ou pour Oui, mais après, s'agiter. tu peux comprendre et trouver ça quand même très long et avoir du mal à Oui, à les résister. contenir, oui, bien Mais sûr. oui, Non, donc non, c'est ils cool, ont été vraiment cool. trop bien. Donc le rêve de Fabrice était Voilà, exaucé. exaucé. Ouais. Et toi, l'orphelinat, ça faisait partie des choses que tu voulais vraiment Ouais, faire aussi. j'avais vraiment envie de faire ça. J'avais envie d'aider en fait dans un orphelinat ou d'ailleurs on a fait d'autres orphelinats, enfin un autre orphelinat après, quelques écoles et vraiment ça me tenait à cœur de faire ça et pas de regret parce que tous les cas c'est vraiment les moments où on a le plus partagé, échangé et ce sont les souvenirs qu'on garde en fait. C'est Ouais. Ah les plus bah beaux ouais, bien souvenirs qu'on sûr. garde. Et les enfants, j'imagine que c'est aussi les moments qu'ils ont préférés Oui, au parce Népal. que bah eux, ils voient pas tout à fait comme nous. Ils voient pas la tristesse des histoires des enfants. Pour eux, c'est des enfants. Ils ont joué avec eux pendant une semaine. Et c'était trop Ils cool. étaient trop contents, mais bien sûr. En plus, ils étaient trop contents parce qu'en fait, on savait qu'il leur manquait des jeux de société, des choses comme ça. C'est quand même des enfants qui sont assez grands et qui sont en âge de jouer. Mm, mm. Et on savait qu'il leur manquait ça, donc on avait ramené des jeux de société, on avait ramené des instruments de musique. Donc quand on a ramené tout ça, c'était la fête dans l'orphelinat, quoi. Donc les enfants Bah étaient ouais. surexcités, c'était vraiment des bons moments de partage pour eux aussi, sans voir le côté triste de la situation. Ok. Où étaient vos hébergements dans ces différents endroits? C'était encore des auberges par-ci Ouais, par-là? là globalement, on est à part à l'orphelinat où on a été hébergé une semaine, et chez les moines aussi, hein, on avait un petit Airbnb Ok. qui était pour les moines et enfin je dis Airbnb, ça s'appelle pas comme ça, mais c'était une chambre qui était destinée aux visiteurs en fait, mais pas les touristes normalement. Et sinon en auberge qu'on a trouvé sur internet. Parce que c'est quand même assez, c'est quand même, on pensait pas, mais c'est quand même assez touristique pour tous les trekkers. Nous c'était pas on connaissait pas bien toute cette région de trek, mais c'est très très connu et finalement il y a quand même beaucoup de d'auberges parce que c'est réputé pour les treks et ils accueillent beaucoup d'étrangers toute l'année en fait. Oui, donc il y a de quoi faire. Ouais, il y avait pas de, on n'a pas eu de problème pour se loger du tout. Côté nourriture, j'imagine que c'était assez proche de l'Inde. Ouais, c'était quasiment pareil. On n'a pas eu de surprise. C'était quasiment pareil. Ça des plats à base de riz très épicés. Voilà, beaucoup de curry, de sauce aux épices qu'on mélange avec les doigts. On met le riz, on mélange et voilà. Pas de gros changements à ce niveau-là. Et est-ce que vous avez eu une petite galère dont vous serez bien passé? Au Népal, non, non, Trop bien. pas de galère. Heureusement qu'on n'en a pas fait une dans chaque pays parce Mais que c'est ça. Ça non, fait non, trop. tout s'est bien déroulé. Est-ce que là, on a fait le tour du Népal ou Ouais, est-ce que... ça y est, Ok. on est sur la fin. Bah donc on va où après le Népal? On file ensuite au Cambodge, à la découverte du Cambodge, donc un pays qu'on attendait aussi, notamment pour ses temples, les temples d'Angkor qu'on avait Eh ouais. hâte de visiter. Mhm. Donc au Cambodge, on a plutôt suivi le circuit classique des touristes, des villes à faire. On est arrivé à la capitale où on a visité la capitale, le palais, les temples. Avant de filer à Siem Reap où là on a passé 3 jours au cœur des temples en fait à visiter ces temples incroyables qui s'étendent sur des milliers de kilomètres sous une chaleur écrasante. Et c'était fou, ces temples-là qui datent de De si si loin, loin. qui sont Mhm. restés quasiment intacts et qui sont incroyables, gorgés d'histoire. Enfin, vraiment, on était venus pour ça et on n'a pas été déçus. Puis on est un petit peu descendu pour aller dans la campagne de Kampot, où je sais pas si vous connaissez le poivre de Kampot. C'est une région qui est très connue pour sa culture de poivre en fait. Donc Ok. on a visité comment Les on dit champs. les champs de poivre, ouais, il y a peut-être un mot.
mais je l'ai plus en tête. Je l'ai pas non plus, mais on Non? voit bien. Voilà. Donc on a découvert toute cette région de Campote avec un guide qui nous avait été recommandé par Aurore des Bogota Rangoon et qui a été incroyable avec nous, qui s'appelle Monsieur Sa. Ah, mais oui, mais je me souviens. Exactement, qui a une histoire incroyable et qui Mais est oui. d'une générosité incroyable, cet homme, et qui nous a parlé un peu de l'histoire de son pays et de sa propre histoire familiale sous le régime Khmer Rouge, qui est une partie de leur histoire qui est très difficile et qui reste encore très très présente parce que c'était il y a pas si longtemps. Et vraiment, c'était fou de l'écouter se livrer sur les horreurs que ses parents ont vécues quand lui était tout petit. Enfin, ouais, là encore, on a pris une claque parce qu'on s'est dit bon, ça s'est passé il y a pas si longtemps. C'est quand même fou que des horreurs pareilles se passent à notre époque, quoi, hein. Donc on a bien profité de lui et de ses conseils, de ses visites. C'était super. Et on a terminé par une petite escapade sur les îles Korong, qui sont des îles paradisiaques du sud du Cambodge. Et ça a été, on n'en a pas gardé un souvenir incroyable. C'était beaucoup trop touristique pour nous. Ah, Voilà, c'est hôtel, plage. On a été un peu dans le centre, le petit village pour essayer de voilà, créer un peu de lien avec les habitants. Mais bon, voilà, c'était surtout des personnes qui avaient des auberges ou des Airbnb. Donc c'était vraiment une relation de touriste à. C'était moins, voilà, c'était très américanisé. Bon, les grands hôtels, la piscine. Ça nous a fait une petite coupure de 3 jours. mhm. Et c'était très bien. Et c'était pas nécessaire de faire plus. Est-ce que vous avez goûté des nouvelles spécialités? Alors, on a goûté beaucoup de plats à base de poivre, y compris des mojitos au poivre de Campote. Ouf! Alors ça, on s'y attendait pas, mais ça se boit bien finalement. Ça donne petite spécialité au mojito. Mhm. Et on a goûté aussi. Alors, je ne saurais pas redire le nom des plats typiques, mais on s'est régalé dans les marchés à goûter les poissons frais, les fruits qui sont pas du tout les mêmes que chez nous et qu'on découvrait aussi au fur et à mesure de nos visites dans les marchés. Que vous preniez au hasard en fonction de ce qui Ben oui, on vous prenait au hasard, interpellait? on goûtait et puis parfois ça passait, parfois pas du tout. C'est là qu'on a goûté au durian, un fruit qui sent très 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 mauvais, qui est bon au goût mais qui a une odeur abominable. Et donc voilà pour le Cambodge où on a passé d'agréables moments, tout en zénitude parce que c'est un pays où tout le monde est souriant, tout le monde est zen. C'est vrai il y a moins l'effervescence qu'on avait pu avoir en Inde ou au Népal. Ça a été quoi votre coup de cœur? Alors notre coup de cœur c'est la rencontre avec Monsieur Sa parce Ah que bah oui, monsieur ça. c'est vrai que c'est encore un moment incroyable où les enfants ont adoré, les enfants se jetaient dans ses bras quand il arrivait le matin. On a resté 3 jours avec lui et Mais c'est une rockstar maintenant, ah non, monsieur ça. mais maintenant, il est recommandé par, je crois que sa carrière est faite Mais oui! pour, euh, pour toute sa vie à cet homme-là, mais il le mérite tellement parce que il est incroyable. En fait, Ah je bah crois il a que, l'air. ouais, il est vraiment incroyable. C'est pas son métier d'être guide, mais il partage sa vie et l'histoire de son pays avec tellement enfin, il le Mieux fait qu'un guide. exactement, il le fait avec le cœur, donc, et puis il est dans l'échange aussi, il s'intéresse à nous, il s'intéresse aux enfants, ah, voilà. Et puis il est très à l'écoute. Quand il a su que j'étais enseignante, il m'a dit, ah mais tu sais quoi, ça te dirait d'aller dans l'école de mes enfants? Ah bah trop bien! Bah trop bien, allons-y, allons dans l'école de tes enfants. Et on s'est retrouvés dans une école cambodgienne, voilà, à apprendre aux enfants à dire bonjour, je m'appelle un tel, j'habite en France. Enfin, c'était voilà des moments de partage qui sont inoubliables et qui je pense, sont les plus importants. Ok. Est-ce que tu veux qu'on passe au prochain pays? Eh bien, oui, ensuite on est parti en Thaïlande. Alors, c'est un pays qui n'était pas vraiment prévu à la base, Pourquoi? bah, parce qu'on l'avait déjà fait et que l'idée de ce tour du monde, c'était surtout de découvrir des pays qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, on a fait un peu une entorse à ce qu'on s'était dit parce que, en fait, mon frère, ma belle-sœur et ma mère ont souhaité venir nous rejoindre en cours
de route. Et on était vraiment sur la fin du Cambodge au moment où eux avaient leurs vacances. Donc, on ne voulait pas rester au Cambodge pour rester au Cambodge alors qu'on venait de tout visiter. Et mon frère avait déjà fait le Vietnam, qui est le pays d'après, qui était notre pays d'après. Donc, il voulait pas non plus le refaire. Donc, on s'est dit, bon, ben, balle au centre, on va trouver un pays qui convient à tout le monde. Et on s'est retrouvés en Thaïlande. Alors là, c'était vraiment les vacances, un petit air de vacances en famille, quoi. Hein. On était moins dans Dans la était moins chez découverte, ouais. l'habitant, moins dans la découverte. On était plus en mode vacances, quoi, avec la famille. On profite de la plage, de la nature, des treks, des temples, mais vraiment les visites touristiques parce qu'ils ne connaissaient pas et que, quand on va en Thaïlande, on a envie de découvrir aussi les principaux Bah monuments. oui, les incontournables, oui. Exactement. Donc nous, on a refait des temples qu'on connaissait déjà, on a refait des plages qu'on connaissait déjà, etc. Bon, alors quelles sont celles, le temple et la plage qu'il faut absolument pas louper en Thaïlande? Alors la plage que l'on a adorée, alors elle s'appelle Secret Beach, mais je crois que ça veut tout dire et rien dire parce que quand on dit Secret Beach, ils nous disent toujours oui oui et en fait ils nous montrent jamais la même. Mais c'est une plage, elle est reconnaissable parce qu'on y accède. En fait, le bateau peut pas y accéder parce qu'il faut passer dans une arche de rocher. Donc en fait, il faut sauter du bateau avant Ah, et aller à la nage, traverser cette grotte en fait à la nage. Et on arrive en fait sur une espèce de anse où on est entouré de falaises, 360 degrés de falaises et au milieu une plage où il y a personne. Enfin nous en tout cas on y était au moment où je pense les touristes étaient déjà partis. Et on s'est retrouvés là en famille avec juste notre capitaine de bateau qui nous a amenés là et c'était incroyable. Alors il faut faire très attention parce que quand la marée monte on peut plus accéder. Enfin, soit on dort sur la plage et on attend le lendemain. Mais bon, voilà, il y a un petit côté, on fait pas n'importe quoi et on regarde bien la marée. Et cette plage, elle est incroyable. Je pense qu'on peut la décrire comme ça en demandant à aller à la plage par laquelle on accède par une grotte. Je sais pas sûr qu'elle ait un nom vraiment attitré. ok. Et le temple? Le temple qui nous a le plus marqué, je crois que c'est le temple blanc dans le nord de la Thaïlande. Parce il est tout blanc et il brille comme s'il y avait des paillettes sur le temple. Il est assez incroyable. Et il est assez étrange aussi parce qu'il a rien de religieux. Il y a un petit côté où il y a des têtes de mort, des mains, bon, c'est assez étrange et c'est pas du tout doré ou des couleurs chaudes comme le reste des temples en Thaïlande, donc il dénote un peu celui-là. Et sinon, il y a le temple du Grand Bouddha couché à Bangkok, hein, qui est incroyable, où il y a un Bouddha de je sais plus combien de mètres de long qui est allongé et on est tout petit à côté de ce Bouddha et qui est à faire également aussi à Bangkok. Ok. Vous êtes resté combien de temps en Thaïlande? Alors on est resté 3 semaines dont 2 semaines avec notre famille et une semaine tous les quatre dans le nord de la Thaïlande où là on a loué un scooter et on a baroudé entre la jungle, la forêt, les rizières. Et on s'est perdu comme ça dans cette campagne et dans cette zone un peu plus nature de la Thaïlande. Pour être un peu moins dans les Les visites circuits, touristiques exactement. classiques. On savait que le circuit touristique, on l'aurait fait de toute façon avec nos familles parce que c'est évidemment les choses qu'on vient faire en Thaïlande. Donc, on voulait pour cette semaine-là un peu s'éloigner du trajet un peu classique. Et c'était chouette. Et c'était chouette. Et comme partout en Thaïlande, on s'est régalé avec les plats thaïlandais, les pad thaï et Alors, est-ce que ça a le même goût que ceux qu'on mange en France? Ah non, malheureusement. Sinon, on serait tous les jours au restaurant thaïlandais. Non, non, c'est vrai que ils sont très, très réputés pour leur nourriture et c'est pas volé parce que c'est vraiment délicieux. Qu'est-ce que les enfants ont préféré en Thaïlande? Ce que les enfants ont préféré en Thaïlande, je crois que c'est le snorkeling parce que dès qu'on va dans la mer, en fait, c'est les poissons multicolores. Ils avaient l'impression d'être dans un aquarium, hein. Mais oui. Ça, je crois que c'est ce qu'ils ont préféré. Et puis le fait aussi que mamie arrive, ça avait un petit côté Ah bah oui. à part dans ce tour du monde, hein. C'est le moment de faire une pause. On s'arrête là pour cette première partie.
On se retrouve pour la deuxième partie du tour du monde d'Elsa et de sa famille qui débutera au Vietnam et plus précisément dans les régions reculées du Nord à la rencontre des Hmong. Ne le manquez pas, car c'est la deuxième claque de leur voyage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à familleetvoyage_blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog familleetvoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, Galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.